On se retrouve à nouveau dans ce magazine digital Habitat et Jardin. On va parler justement d'habitat, d'immobilier, parce qu'on a avec nous le président des constructeurs et promoteurs et aménageurs de la Fédération française du bâtiment pour la partie Savoie, Éric Guy. Bonjour. Bonjour. Alors, tout de suite, première question, on a envie de dire, parce que un an plus tard, beaucoup tirent dans tous les secteurs d'activité des bilans. Comment ça se passe au niveau de l'habitat ? Quelle est la tendance aujourd'hui ? Alors je dirais qu'au niveau de la Savoie, on a de la chance quand même parce qu'on a un département qui est dynamique, qui attire quand même une population de l'extérieur. À savoir qu'on a un flux migratoire en Savoie qui est de l'ordre de 4000 personnes par an. Donc il faut arriver à construire pour ces gens-là. Et donc sur 2020, étant donné qu'on avait des dossiers, qu'on avait des permis, tout ça, ça s'est bien passé. Par contre, maintenant, il y a eu un frein sur la construction au niveau vertical surtout. Les promoteurs se plaignent parce qu'en fait, on a des possibilités de construire, mais bien souvent les mairies freinent parce que comme je vous l'ai dit, le logement devient un gros mot. Quand on arrive dans une mairie et qu'on parle de logement, ça devient vraiment un problème. Et alors qu'en France, il faudrait qu'on construise 500 000 logements par an, alors qu'on va en construire à peine 300 000 cette année. D'accord. Donc le déficit, il va être important. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas un ministère du logement en France, parce que c'est, à mon avis, une cause nationale. On a de plus en plus de gens qui sont dans la rue, on a de plus en plus de gens qui vivent dans des habitats indignes, mais on regarde passer le train, et puis on ne fait rien. Pour info, en Savoie, on construit combien de Alors, en Savoie, l'an passé, on a construit autour de 1000 maisons. 1000 maisons, d'accord. De maisons individuelles, je parle. Je ne parle pas de groupées. Oui, d'accord. Uniquement, puisque c'est plutôt ma partie. 1000 maisons, d'accord. 1000 maisons individuelles. Alors, ça n'a pas l'air simple. Un porteur, quelqu'un qui a envie d'accéder à la propriété, quelles sont les solutions qui s'offrent à lui ? Alors, d'abord, l'effet Covid a amené plein de gens à se poser des questions. Tous ceux qui étaient dans des logements se sont dit ce serait quand même bien d'avoir notre petite maison, notre petit jardin, etc. etc. Donc, la personne qui veut construire, qui veut une maison, par exemple, il a plusieurs solutions. Il a 3 solutions, je dirais. Il a la première solution qui est le maître d'œuvre. Donc, c'est une personne qui va s'occuper de son permis, de ses affaires, de le mettre en relation avec des artisans. Et va l'aider dans son projet. Il ne prendra pas trop de responsabilités, pas trop d'engagement au niveau délai, au niveau prix, mais il va l'aider dans son parcours. D'accord. Après, il pourra s'adresser à un architecte. Donc là, effectivement, l'architecte, alors lui, il aura la possibilité de faire le dossier de permis de construire. Il aura la possibilité, suivant son contrat, de suivre le chantier, etc., et d'accompagner le client, en fait. Et puis, il y a le nec plus ultra, je dirais, le constructeur de maisons individuelles, comme moi, qui adhère à Pôle Habitat FFB. Et nous, alors on prend en charge tout, pratiquement, je dirais, de A à Z. Le client, il vient chez nous, on peut l'aider à trouver un terrain, on peut l'aider à trouver un financement. D'accord. On l'aide on lui définit son projet. Il peut très bien avoir vu une maison qui lui plaît, avoir des plans, donc on travaille à partir de ces plans, ou on peut aussi lui proposer de créer sa maison de A à Z. On prend une feuille blanche et avec lui, on écoute ses besoins et on lui pond sa maison. On dépose son permis, on l'aide pendant toute l'étape du permis de construire, qui est quand même une étape de plus en plus compliquée. De plus en plus compliquée, c'est sûr. Ils nous ont pendu des PLUI HD qui sont imbuvables. Il faut Bac plus 12 pour arriver à comprendre ces PLU. Vous avez des règles à l'article 1 qui sont différentes de l'article 2, donc il faut combiner tout ça. Il faut arriver à passer à toutes les mailles du filet. Il faut répondre aux pièces complémentaires parce que chaque fois, systématiquement, on a une demande. Il manque un petit complément d'information. Et alors, le gros souci, c'est qu'on n'arrive pas à joindre les gens qui instruisent nos permis. Donc là, c'est très compliqué. On pédale dans la semoule. On n'arrive pas à les joindre. Ils sont injoignables. Ils nous demandent des choses, on ne sait pas ce qu'ils veulent, mais on n'arrive pas à les joindre. Pour savoir ça fait perdre du temps à tout le monde. En plus, nous, en Savoie, on a des terrains qui sont de plus en plus petits. Et on a quand même des contraintes d'infiltration d'eau qui sont problématiques. La nature des sols fait qu'on a beaucoup de soucis pour infiltrer les eaux. Donc on doit aussi faire des études d'infiltration d'eau. On a maintenant l'histoire de l'argile qui vient encore nous amener une étude supplémentaire. Il faut savoir que les bureaux d'études, ils sont surchargés. Donc dès l'instant où l'on demande une mission, c'est 1 mois à 2 mois pour intervenir. Tout ça fait que le délai d'instruction d'un permis de construire, il est très long. Déjà, avant de déposer le permis, c'est long. Le délai est très long et on nous demande toujours des pièces complémentaires parce que les services de l'État ils sont saturés.
ils n'y arrivent pas. Donc, la veille du dernier jour de leur possibilité, ils nous envoient un courrier en nous demandant une pièce complémentaire, histoire de gagner du temps. D'accord, ça C'est permet... systématique. Okay. C'est un scandale. Il y a un autre phénomène qui va vraisemblablement changer pas mal la donne, c'est la nouvelle loi environnementale 2020. Oui, tout à fait. Ça va dans le bon sens, ça va dans le mauvais sens? Tout ce qui est environnemental va effectivement dans le bon sens. Le seul souci, c'est que ça va engendrer un coût. Un coût estimé par nos soins entre 8 et 10%. D'accord. L'État l'estime à 3%, mais ça on a l'habitude. La RT 2012, c'était la même chose. Donc, on s'aperçoit ici que sur le secteur Savoie, un candidat à la construction, pour avoir un projet, il faut qu'il débourse autour de 400 000 euros. Ça, c'est vraiment petite maison, petit terrain, 400 000 euros. Et que le primo-accédant ne peut plus accéder à la propriété en maison individuelle sur le secteur Chambéry-Aix-les-Bains. Pour Aix-les-Bains, c'est encore pire, puisque l'influence des Annéciens fait que le prix sur Aix-les-Bains est encore plus cher que sur Chambéry. Oui, avec les poussées. Voilà. Donc on repousse les Aixois à Chambéry, et les Chambériens, je ne sais pas où on va les repousser. Derrière la montagne. Ouais. Derrière la montagne. Donc ce qui fait que moi, le primo-accédant, je ne peux plus en faire. Je ne peux plus en faire, sauf si, par chance, il a un terrain de famille. Ouais. Et ça casse finalement un cercle vertueux, parce que le primo-accédant sort certainement d'un loyer... D'un logement à loyer modéré, donc d'un logement social, et tant qu'il ne peut pas aller construire, eh ben, il reste dans ce logement social. Il reste de plus en plus longtemps. J'ai des collègues qui font de loyer social, et ils me disent, mais on est bloqué, donc ils sont coincés. Vous voyez qu'avec déjà ces budgets, les gens ont du mal à se loger, et si on rajoute encore de l'ordre de 8% sur ces budgets-là, mais comment on va faire? Comment on va loger le jeune chambérien qui veut accéder à la propriété? En maison individuelle, ça devient impossible. La maison individuelle devient un produit de luxe. C'est clair et net, ça devient un produit de luxe. Ça fait déjà plusieurs années que je le dis, mais là, c'est évident. Dans tous les cas, et du coup, ça pourrait être la conclusion, vous me direz, l'idée de partir seul à l'aventure, ça paraît quand même bien compliqué. Même accompagné d'un architecte, c'est pas simple. Moi, je suis écœuré parce que j'ai souvent des jeunes qui viennent me voir, qui veulent construire une maison, et je leur dis non. Je suis désolé, je ne peux pas faire votre maison. Alors qu'est-ce qu'ils font après? Tant mieux, ils se retournent sur de l'appartement alors qu'ils voulaient une maison. Ils arrivent à trouver des appartements. Et puis après, ils se lancent dans la rénovation aussi, parce que ça aussi, il y a un marché là-dessus qui est bien aidé par l'État. Mais on ne fera pas du neuf dans du vieux. Les murs, ils seront là, les contraintes sont là. Parce qu'on veut dans la même au niveau thermique, on n'arrivera pas à les faire nickel. Donc, ils se lancent là-dedans, sans trop savoir, parce qu'en rénovation, il y a quand même des surprises. Bien sûr. C'est pas très bien encadré, donc il y a un peu n'importe quoi. Ou alors ils se lancent eux-mêmes avec des amis, et dans la rénovation, ou dans la construction soi-même, parce que des gens se lancent tout seuls. Autre question aussi pour faire le lien avec Savoie Expo qui nous accueille aujourd'hui dans ce hall E. Il y a un manque aujourd'hui pour vous par rapport au fait d'être présent sur des salons grand public comme Habitat et Jardin, où il y a une offre de l'immobilier, un pôle immobilier, comme le salon de l'immobilier également du mois d'octobre. C'est des temps qui vous manquent pour aller chercher des clients? Ah oui, c'est des temps qui nous manquent parce qu'on peut montrer ce qu'on sait faire, on peut montrer nos projets, nos produits, et puis discuter. Ça nous manque énormément, cette période de Covid notamment, où on a besoin de ce contact. Nous, on a un site internet, mais ça ne remplace pas ces salons. Et en plus, on voit des confrères. On peut échanger, voilà, c'est quand même bien d'être présent sur des opérations comme ça. Oui. Complètement. Voilà. Alors on a essayé de vous apporter un petit peu d'informations, mais c'est vrai que vivement qu'on puisse retrouver la vie normale, communiquer, retrouver une vie normale. Ça revient. Doucement.